11. La dernière classe. Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école, et j'avais grand peur d'être grondé, d'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur le participe, et je n'en savais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champs. Le temps était si chaud, si clair. On entendait les merles siffler à la lisière du bois, et dans le prairie père, derrière la scierie, les Prussiens qui faisaient l'exercice. Tout cela me tentait bien, plus que la règle des participes. Mais j'eus la force de résister, et je courus bien vite vers l'école. En passant devant la mairie, il y avait du monde arrêté près du petit grillage, aux affiches. C'est de là que nous sommes venus. Toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commandature. Et je pensais sans m'arrêter, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron Watcher qui était là, avec son apprenti en train de lire l'affiche, me cria « Ne te dépêche pas tant, petit, tu arriveras toujours assez tôt à ton école. » Je crus qu'il se moquait de moi, et j'entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables. Un peu de silence ! Je comptais sur tout ce train pour gagner mon banc sans être vu. Mais justement, ce jour-là, tout était tranquille. Comme un matin de dimanche, par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place, et M. Hamel qui passait et repassait avec le terrible règle en fer sous les bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez, si j'étais rouge et si j'avais peur ? Eh bien, non. M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement « Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. » J'enjambai le banc et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé, fin, et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que pour les jours d'inspection ou de distribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du village, assis et silencieux comme nous. Le vieux Hauser, avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste, et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé aux abords, qu'il tenait grand ouvert, sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chaise, et de la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous en prie d'être bien attentifs. » Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah, les misérables! Voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. Ma dernière leçon de français. Et moi qui savais à peine écrire, je n'apprendrai donc jamais. Il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à faire les glissades sur le Sahara, mes livres, que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire, sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme M. Hamel, l'idée qu'il allait partir, que je ne le reverrai plus, me faisait oublier les punitions coups de règle. Pauvre homme. C'est en l'honneur de cette dernière classe
qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche, et maintenant je comprenais pourquoi ces vieux du village s'étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'il regrettait de ne pas y être venu plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de ses 40 ans de bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. J'en étais là, de mes réflexions, quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien haut, bien clair, sans une faute. Mais je m'embrouillais au premier mot. Et je restais debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros sans oser le relever à la tête. J'entendais monsieur Hamel qui me parlait. Je ne te gronderai pas, mon fils, mon petit Franz. Tu dois être assez puni. Voilà ce que c'est. Tous les jours, on s'est dit, bah, j'ai bien le temps, j'apprendrai demain. Et puis tu vois ce qui arrive. Ah! Ça a été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment ? Vous prétendez être français et vous ne savez ni lire ni écrire votre langue. Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n'est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre, aux filatures, pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher? Est-ce que je ne vous ai souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue au monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. Puis il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J'étais étonné de voir comment je comprenais. Tout semblait facile. Je crois aussi que je n'en avais jamais, et que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passait à l'écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels était écrit en belles rondes « France, Alsace, France, Alsace ». Cela faisait comme de petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe. Pendus à la tringle de nos pupitres, il fallait voir comme chacun s'appliquait, et quel silence! On n'entendait rien que le grincement des plumes sur le papier. Un moment, des hannetons entrèrent, mais personne n'y fit attention. Pas même les tout petits, qui s'appliquaient à tracer leur bâton avec un cœur, une conscience, comme si cela était encore du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas, et je me disais en les écoutant, est-ce qu'on ne va pas les obliger à chanter en allemand aussi? De temps en temps, quand je levais les yeux, de dessus de ma page, je voyais M. Hamel, immobile dans sa chaire, et fixant les objets autour de lui, comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute sa petite maison d'école. Pensez, depuis 40 ans il était là, à la même place, avec sa cour en face de lui, et sa classe toute pareille. Seulement les bancs, les pupitres, s'étaient polis, frottés par l'usage. Les noyers de la cour avaient grandi, et le houblon, qu'il avait planté lui-même, enguirlandait maintenant les fenêtres jusqu'au toit. Quel crève-cœur ça devrait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses, et d'entendre sa sœur qui venait dans la chambre au-dessus, en train de fermer leur bal, car il devait partir le lendemain, s'en aller du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petites chantèrent tous ensemble le bas baby bobu, là-bas, au fond de la salle. Le vieux Hauser avait mis ses lunettes, et tenant son abécédaire à deux mains,